Merci beaucoup pour cette introduction. Je ne vais peut-être pas parler trop près du micro. Je suis très heureux d'être là avec vous et on va prendre une demi-heure effectivement pour faire le tour d'un sujet que vous connaissez peut-être un petit peu. Alors, la première chose, je vais resituer, je ne vais pas parler d'IA tout de suite parce qu'en fait c'est quelque chose de systémique et du coup il faut bien comprendre la trajectoire. Là, j'ai pris deux photos. Une photo qui est en France, c'était en octobre, où il y a eu des inondations sans précédent, pas très loin de chez nous, vers Givors. C'est dans la région Aura, Rhône-Alpes-Auvergne. Et il y a aussi les inondations plus récentes à Valence, en Espagne. Donc ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus, ces événements climatiques extrêmes. Donc on en a de plus en plus, vous en faites l'expérience, tout le monde en fait l'expérience. Ça, c'est, disons, le signe d'une crise environnementale. Ça, c'est ce que nous disent nos collègues qui sont spécialistes dans la science du climat. Il y a quelque chose qui est peut-être un peu moins, disons, reconnu, c'est que cette crise est due aux activités humaines. Donc, j'essaierai de vous montrer quand même qu'il y a des corrélations très fortes et voir des effets de causalité. Vous allez comprendre ça avec l'utilisation de l'énergie. Et en fait, cette crise, elle induit quelque chose qui est une sorte de prise de conscience de beaucoup de collègues. Et en fait, on a du mal à passer à l'action. En fait. Quelques initiatives, mais quand même pas un peu marginales. Donc, comment ça veut dire ça recouvre quoi en fait la crise environnementale? Elle a été, en particulier, il y a une bonne grille d'analyse qui a été donnée par Johan Rockström, en particulier en 2009, qui a identifié 9 limites planétaires. C'est un article de mémoire qui est paru dans Nature, dans la revue célèbre. Et là, vous avez 3 évolutions successives, parce que c'est des choses qui sont suivies depuis. Donc, on a identifié 9 limites planétaires, c'est-à-dire des limites qui, dès qu'elles sont dépassées, en fait, vont poser problème potentiellement sur un monde durable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer sur la même trajectoire. De la même manière. Donc en 2015, vous voyez qu'il y en a de plus en plus. Alors là, c'est quoi? Vous avez la Terre, en fait. Tant que vous êtes à l'intérieur du cercle représenté par la Terre, les limites, elles ne sont pas dépassées. Puis dès qu'on passe la limite de la Terre, elles sont dépassées. Donc vous voyez qu'en 2015, par exemple, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 sur les 9 qui sont dépassées. Et vous voyez qu'en 2023, il y en a beaucoup qui sont dépassées. Et celles qui ne sont pas dépassées le seront de toute façon très 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 bientôt, parce que même si on arrêtait la dynamique tout de suite, elle serait dépassée par un effet d'inertie. Ça, c'est pas super drôle, mais maintenant, ce que je voudrais vous montrer, vous faire réfléchir à la chose, c'est bien représenté par ce qu'on appelle le modèle du donut. Alors, le donut, ça représente encore cette planète, et ça représente un espace, on va dire, viable pour l'humain. Donc vous retrouvez les limites planétaires sur l'extérieur, donc avec la même logique. Plus vous éloignez du centre de la Terre, plus la limite est dépassée. Vous voyez, acidification des océans, le taux de CO2 dans l'atmosphère, etc. C'est le stress hydrique, le problème sur les métaux, l'extinction des espèces, etc. Et vous mettez en regard de cela, en fait, 11, on va dire, planchers sociaux, 11 objectifs sociétaux qui sont donc se nourrir, donc sans famine, avoir alors de l'eau, avoir accès à de l'énergie minimum, au niveau du logement, etc. Alors il y a aussi des choses un petit peu la paix et la justice. Il y a et ça c'est une grille qui nous permet de voir quel est le niveau on va dire, de développement d'un pays. Et c'est assez intéressant de voir un peu les deux. Donc je vais commencer par un petit jeu là-dessus. Vous avez compris là, le donut en fait. Alors ça ressemble un peu pour les philosophes, là, un peu à ce que Bruno Latour a formalisé un petit peu avec, quand il a écrit un livre qui s'appelle Où atterrir, par exemple, juste après la pandémie. C'est assez intéressant. C'est un espace viable que lui appelait Gaïa. D'ailleurs, c'est un espace viable pour l'homme. Quelques kilomètres au-dessus de nous dans l'atmosphère, quelques kilomètres en dessous. Et au-delà, l'homme peut pas vivre. Donc il s'agit de préserver cet espace. Alors un petit jeu, c'est là j'ai repris quelque chose d'un site web, et je vous donnerai le lien. J'ai repris donc 7 limites planétaires. Donc vous voyez en premier lieu les émissions CO2, le phosphore, etc. L'eau bleue, donc l'eau qui nous sert en fait dans nos vies, etc.
Et alors vous voyez, peu importe là les unités, c'est pas ça qui est très très intéressant, mais on peut à partir de ces limites-là faire un état des lieux de la planète à partir des pays, savoir quels sont les niveaux de vie et quelles sont les limites dépassées dans ces pays. Donc ça donne ça. Alors vous avez le lien là si vous voulez vous amuser avec ça. Ça c'est l'état des lieux en 2000. Ça doit dater de 2018. C'est un état des lieux. Vous voyez que les cercles là représentent les pays avec leur population. Donc plus le cercle est grand et plus la population est nombreuse. Vous voyez en particulier, alors je ne peux pas trop les montrer, ça c'est la Chine et l'Inde. Je ne sais pas lequel est lequel, peu importe. Ça là-haut c'est les États-Unis, etc. Vous voyez la France est pas très loin à gauche des États-Unis là. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir la trajectoire. C'est-à-dire, alors là, il y a un pays ici. Alors le petit jeu, ça peut être de deviner quel est ce pays-là, qui finalement a un niveau de vie relativement élevé, puisqu'elle a le nombre de social. Donc c'est sur l'axe des Y, là sur les coordonnées. Il a 5 comme niveau social. Enfin, bon, c'est pas si mal, on va dire. Et il n'y a que 2 limites planétaires qui sont dépassées dans ce pays, qui est le Costa Rica. Je vous le donne d'emblée. Et ce qui est assez intéressant avec ce site, c'est que vous pouvez voir l'évolution. Et là, alors je ne vous fais pas l'animation complète, on n'a pas trop le temps, mais vous voyez qu'on part d'un pays comme ça et on voit suivant les jours. Et vous voyez que la France, par exemple, est passée de là à là. Enfin, vous ne voyez pas, mais je vous le dis. Vous pouvez me faire confiance. Et vous voyez que là, il y en a un pays, alors ça doit être la Chine qui est allée sur un niveau de vie supérieur. Mais vous voyez que lorsqu'on passe à un niveau de vie supérieur, il était au même niveau que l'autre grand cercle. Eh bien, on a aussi finalement, donc on a monté en niveaux sociaux, mais on a aussi utilisé beaucoup plus de dépassement de limites planétaires. Ça, c'est intéressant parce que c'est toujours le cas. Et c'est pour ça qu'on a une forte intuition que finalement les activités humaines sont à l'origine de ça, on va dire de dépassement des limites planétaires. Alors, si on veut l'expliquer avec des mots, peut-être, cette dynamique, c'est que toute activité, en fait, va nécessiter de l'énergie. L'énergie va nécessiter, du coup, des métaux, va avoir un impact sur la biodiversité, va envoyer du CO2 ou d'autres gaz dans l'atmosphère, etc. Alors, l'essentiel de moi, donc, je suis un informaticien, donc l'essentiel des ordinateurs, c'est de l'usage pour ce qui concerne vous et vos usages. Il n'y a pas que ça, il y a aussi bien sûr la construction des machines, etc. Mais j'en reparlerai un peu tout à l'heure. Mais c'est essentiellement sous forme d'électricité que ça se joue. Mais il faut savoir que l'électricité, ce n'est pas quelque chose de virtuel, c'est quelque chose qui vient en France et partout ailleurs d'un mix énergétique. En France, quand vous avez de l'électricité à la prise, eh ben c'est un peu d'hydraulique, pas beaucoup, un tout petit peu de renouvelable, tout petit peu. Dans des pays, c'est beaucoup mieux. Vous avez beaucoup de nucléaire en France, mais vous avez aussi du charbon un petit peu. Dans les dures soirées d'hiver où il fait très très froid, il y a encore des centrales à charbon qui sont mises en route. Et vous avez beaucoup de gaz aussi. Et c'est tout ça en fait. Donc ça veut dire qu'à un instant donné, l'électricité, elle a aussi un petit peu, elle est un peu carbonée. C'est-à-dire elle utilise un peu du charbon, du gaz. Et selon l'Agence internationale de l'énergie, la proportion de l'électricité décarbonée, ça pourrait atteindre en 2030, donc dans pas très longtemps, 42%, ce qui est, au niveau mondial, ce qui est pas mal. Je vous rappelle que le nucléaire, en France, est décarboné, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais bon, enfin, ça a été tombé. Il y a quand même, à l'usage pur, c'est vrai, mais quand même, construction des centrales, tout ce qu'il faut pour faire marcher les centrales, etc., c'est pas vraiment décarboné, mais ça, c'est un autre débat. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'usage des composants informatiques, en particulier donc des IA génératives, quand je vais venir sur le sujet, c'est basé sur l'électricité. La phase de construction de ces machines. Là, j'utilise une machine pour vous présenter le diaporama. Il a fallu la construire. La construire, c'est utiliser beaucoup de métaux, des métaux rares, l'extraction de ces métaux dans les mines, ça nécessite du transport, du CO2 dans le transport, etc. Et de l'eau, beaucoup d'eau. Donc là, quelle est la dynamique? En fait, les gaz à effet de serre, là, je vais parler du réchauffement spécifiquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, le réchauffement, il est relativement bien sourcé. On a bien compris comment mesurer, en fait, dans chacune des parties de l'atmosphère, le nombre en poids, le nombre de molécules de CO2 qu'il y a, de méthane, etc. Donc, c'est quelque chose qui est bien renseigné depuis assez longtemps.
En fait, les gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui est plutôt une bonne chose, parce que c'est ça qui a permis l'émergence de la vie sur Terre, hein, sinon il ferait beaucoup trop froid et on ne pourrait pas vivre. Mais par contre, c'est un parfait équilibre, là. Ces fameuses 750 gigatonnes par an qui sont absorbées, émises par le Soleil et absorbées quelque part par 3 puits de carbone naturel, hein, l'atmosphère, la photosynthèse avec dans les forêts essentiellement et dans l'eau, ça marche très bien depuis très longtemps. Le problème, c'est que là, on est en train de tout déconstruire, quoi. On met beaucoup de bruit là-dedans. En particulier, donc là, sur le CO2, ce qui va nous concerner aujourd'hui, c'est le plus en poids, en masse, c'est le plus présent dans l'atmosphère. Et surtout, le problème du CO2, c'est qu'il reste très longtemps. Il reste 120 ans dans l'atmosphère. Donc ça veut dire qu'une molécule qui est émise aujourd'hui, ben, c'est pour un mauvais cadeau pour nos enfants, petits-enfants, etc. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on sait aussi combien, globalement, pour quelles que soient les activités, à peu près, on en émet par an. C'est à peu près 40 gigatonnes. Alors, je ne sais pas, est-ce que les gigatonnes, ça vous dit quelque chose ou c'est un peu abstrait, finalement, hein, parce qu'il faudrait relier ça à d'autres, en termes d'un autre équivalent, mais c'est beaucoup. Et surtout, ce qui est assez intéressant de comprendre avec ce cycle de carbone, c'est de comprendre la notion de budget carbone. C'est un concept en fait qui est assez... Alors là, je vous ai mis deux graphiques ici, à gauche et à droite. Il y en a un qui était sur une trajectoire de 1,5 degré, ça c'est la trajectoire des accords de Paris. On sait qu'elle est dépassée, donc malheureusement depuis très très peu de temps, mais on sait que c'est pas une trajectoire qui va... Là, le graphique correspond à 2023, donc vous voyez, il nous restait 12%. Enfin, bon, évidemment, ces chiffres-là sont à prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'il y a pas mal d'incertitudes. Donc c'est pas très grave, on va pas se battre sur 12, 13%, 11%, il faut se battre sur une dynamique et sur quelque chose qui est avec une incertitude. Et par contre, là, ce qui est assez intéressant, c'est de regarder, si jamais on a une trajectoire de 2 degrés, qu'est-ce qui nous reste comme budget carbone ? Sachant qu'une molécule est émise à un instant donné par électricité dans le mix énergétique et elle reste 120 ans. Et donc là, vous avez ici une trajectoire possible en 2100 où on veut être, disons, carbone neutral, on peut être neutre en carbone, donc plus d'émissions, autant d'émissions émises que d'absorbées. Et du coup, là, on part de 40 gigatonnes, c'est ce qu'on dépense aujourd'hui par an, et on a une trajectoire ici à suivre. On a plusieurs trajectoires. Là, il y a beaucoup de notions de trajectoire. L'ADEME et l'ARCEP, en fin 2023, ont sorti des rapports. Juste 2 petits slides très rapides ici. C'est que 2024, on a dépassé les 1,5 degrés. Et vous le voyez ici, dans ce graphique-là. C'est-à-dire que... Alors ça, vous pouvez regarder les sources. Hein, c'est sur le site de la communauté européenne. C'est Copernicus qui a sorti ces chiffres-là. Vous voyez qu'on est au-dessus d'1,5 degré. Donc on a déjà dépassé au niveau mondial les objectifs du rapport des accords de Paris. Donc là, je parlais de la trajectoire. Typiquement, le GIEC, vous connaissez le GIEC, en fait, donc a sorti un certain nombre de trajectoires, 5 scénarios de décroissance qui sont ce qu'ils appellent les Shared Socio-Economic Pathways. Donc c'est quelque chose qui dépend de la faisabilité technique, mais aussi de l'acceptation des populations, etc. Donc il va y avoir des scénarios qui vont être plus durs à mettre en œuvre et d'autres qui vont conduire à des troubles sociaux dans les pays, etc. On pourrait imposer quelque chose dès maintenant, mais il y aurait des troubles énormes et ce ne serait pas forcément la bonne solution. Donc là, ça vous donne qu'il y a des projections potentielles qui tiennent compte d'une cible par rapport à ce budget carbone. C'est bon du coup, là j'ai fini à peu près l'introduction et la dynamique globale, ça va nous permettre de maintenant passer à la seconde partie de cet exposé, et l'IA dans tout ça. Alors, il y a beaucoup de collègues qui pensent que l'IA peut être une solution à la crise. Là, juste 3 repères pour les gens qui ne sont pas spécialistes d'IA ici. En fait, on a un essor énorme en 2013-2014. Ce n'est pas un essor d'une idée, d'une révolution scientifique, c'est plutôt, on va dire, ce que j'appellerais une révolution technologique. C'est l'apparition des GPU qui ont permis, en fait, vous savez que, ou vous ne savez pas peut-être, mais qu'au niveau des réseaux de neurones, de tout ce qu'on appelle l'IA connexionniste, en fait, c'est essentiellement des opérations d'algèbre linéaire, donc qui sont relativement efficaces,
efficacement réalisés par des GPU, hein, au départ processeurs graphiques, mais qui maintenant sont bien au-delà du monde du graphique. Et du coup, le fait d'avoir ces GPU qui sont sortis vers les années 2012, etc., qui commençaient à être implémentés en parallèle dans des grosses plateformes, a permis simplement de résoudre des problèmes avec des couches bien supérieures. Et il se trouve que ça avait marché de manière extraordinaire, quelque part. Et c'est le début de l'ère de ce qu'on appelle le deep learning, c'est-à-dire le connexionniste avec plusieurs couches. On voit bien que quand on rajoute des couches, en fait, c'est une observation, on a une meilleure adéquation des entrées et des sorties. Après, il y a quand même une révolution scientifique qui est quand même assez intéressante, mais je ne rentrerai pas dans les détails, c'est les transformers. C'est un réseau de neurones aussi, qui permet de mettre les données sous une bonne forme pour pouvoir alimenter l'IA générative. Et vous avez bien sûr en 2022 l'avènement des IA, des agents conversationnels, ce qu'on appelle les IA génératives. Il y en avait avant, bien sûr, mais avec ChatGPT, on a eu une explosion de ça. Alors, est-ce que l'IA peut nous aider à maîtriser la crise ? Partiellement, oui. C'est un outil technique qui est incroyable. Il y a de nombreux travaux qui sont dans ce cours-là, mais elle contribue aussi beaucoup aux émissions, et que quelque part, quand on fait le bilan global, c'est pas sûr qu'elle n'ajoute pas, au contraire, des choses à la crise, parce qu'elle fait aussi partie du problème. Donc là, je veux juste vous montrer ici qu'il y a deux manières de voir le monde du numérique qui nous entoure et toute cette numérisation forcée de la société. C'est d'une part, vous pouvez le voir par les composants. Vous avez des smartphones, et ça, à ce moment-là, on peut donc analyser un peu ce qui se passe, l'objet digital lui-même, mais on peut aussi voir la digitalisation de la société comme étant quelque chose qui est un système lui-même, et qui est donc un peu incontrôlé et qui va inonder absolument tous les autres systèmes. Si vous regardez les bilans carbone des pays ou même des personnels, vous n'avez pas le monde du numérique en tant que tel là-dedans. Ça n'existe pas, parce qu'il est dilué partout. Il y en a partout, en fait. Mais il constitue... Alors ça, c'est un slide pour vous montrer que c'est tiré du dernier rapport complet là, de l'Agence internationale de l'énergie. C'est que ces IA sont entraînées dans la big tech essentiellement américaine, enfin aussi un peu chinoise, etc. Maintenant, un peu européenne aussi. Et vous voyez que dans les data centres globaux, donc c'est intéressant parce qu'on la voit pas à l'heure actuelle, on voit pas trop d'utilisation d'IA dans les data centres généraux, dans les clouds. Mais vous voyez que les projections sont quand même, dès demain, en 2026, sont quand même significatifs en térawattheure. Ça veut dire qu'il y a une utilisation généraliste, en fait, par n'importe qui de ça. C'est ça que ça veut dire, ce graphique-là, ce qui est assez intéressant. Mais en gros, le monde du digital, donc c'est à peu près 10% de l'électricité consommée au niveau français. Et surtout, ça contribue à une augmentation. Alors là, les chiffres sont sont sujets à polémique, mais entre 6 et 9%, on voit dans les rapports, d'augmentation par an. Et pour l'instant, ça continue à ce rythme-là. Et ça représente à peu près 5 à 6% de l'énergie primaire mondiale, c'est-à-dire en gros 4% en termes de conversion via des émissions carbone. Alors, donc l'IA générative en tant que telle, avant qu'on ait une phase de discussion, il y a deux phases dans l'IA générative. Il y a l'entraînement des très gros modèles, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des réseaux de neurones. Il va falloir, donc les réseaux de neurones, c'est des graphes avec des connexions. Les sommets sont des neurones, on va dire quelque chose. C'est un neurone artificiel, ça n'a rien à voir avec vraiment ce qui se passe complètement. Ça mime un peu le cerveau, mais ce n'est pas du tout. Enfin, c'est quelque chose de totalement artificiel. Et en fait, entre des neurones, il va y avoir des poids. Et si la connexion est effective, on va mettre un poids plus fort, quoi. Donc en gros, l'entraînement, ça va être de déterminer ces poids. Donc ça demande beaucoup d'entraînement. Et après, il y a aussi une phase d'inférence, une phase d'usage, qui, elle, est, pour les IA génératives, encore plus coûteuse que l'entraînement. Et là, vous allez être surpris, mais ça, j'ai pris un graphique que j'ai un peu revu. Vous voyez, donc là, c'est l'évolution depuis 1980. Et vous voyez là tous les réseaux de neurones, on va dire, qui font de la vision essentiellement, du langage, de traduction automatique. Et à partir de justement cette ère-là, vous la voyez très bien sur ce graphique-là tout à l'heure, à partir de 2014, vous voyez que là, la courbe
ça augmente. Là, c'est une échelle qui est une échelle logarithmique. Donc vous voyez que maintenant, pour entraîner les plus puissants des modèles, donc Palm ou Gemini Ultra, c'est alors 10 puissance 26 opérations qu'il faut faire. 10 puissance 26, c'est ça. Hein. Ça vous représente. C'est 1 avec 26 zéros opérations. C'est quelque chose de considérable. Et ça correspond, si on veut vraiment avoir une vision un peu plus claire, concrète des choses, ça correspond à plusieurs mois d'utilisation des plus grandes plateformes en continu pour entraîner ces modèles-là. Alors ça, quand vous transformez cette énergie, cette électricité-là derrière les plus grosses plateformes, c'est facilement 30 mégawatts. 30, enfin, voire plus. Donc c'est quelque chose de considérable potentiellement. Et c'est pas facile à estimer pour l'IA, vraiment, mais on veut savoir quelle est son évolution. Mais vous voyez bien que là, pour l'instant, on continue à être sur une exponentielle forte. Alors ça, c'est un slide, je ne vais pas passer trop. C'est quand même intéressant de regarder, il y a deux choses. Hein. Pour un réseau de neurones, il y a les poids qu'il s'agit d'ajuster, et il y a aussi toutes les données d'entraînement, la taille du dataset, en fait, du corpus d'entraînement qui va pouvoir être en entrée de ces réseaux de neurones. Et là, vous avez une évolution qui suit la même, à peu près, courbe qui est exponentielle. Vous voyez GPT-4 avec énormément d'entraînement. Ça, c'est tous les réseaux modernes. Alors, comment on fait maintenant pour essayer d'y voir un peu plus clair et d'apporter un petit peu d'éléments scientifiques, disons, pour analyser un peu cette dynamique? On parle d'analyse de cycle de vie d'un service d'IA. Alors, typiquement, imaginez un service qui a de l'intérêt, c'est-à-dire qui pourrait piloter des bâtiments de l'UGA, par exemple, pour faire des gains, donc des économies, mais aussi des gains en termes de CO2 parce que les chauffages seront plus efficaces. Vous avez la collecte des données par des capteurs un peu partout, puis après vous avez potentiellement du stockage de données, vous avez peut-être accès à d'autres bâtiments du campus sur lesquels il y a une connaissance qui pourrait être utile dans pour votre service particulier, vous les traitez, etc. Vous l'entraînez, ça c'est la phase de training. Elle est uniquement là. Tout ce que je vous ai raconté avant, c'était ça. Et après, bon, il va y avoir l'inférence, c'est-à-dire que tous les jours, toutes les heures, toutes les demi-heures, vous allez avoir des capteurs, des données qui vont rentrer et qui vont être donc du coup traitées à partir de ces modèles pré-entraînés. Mais en fait, ça, c'est une vision très abstraite que tout le monde a ici. Sauf que ce qu'on oublie, c'est ça, c'est la matérialité des choses, c'est qu'à tous les niveaux, il y a des composants qui nécessitent de l'eau, qui nécessitent des métaux précieux, qui nécessitent... Et du coup, il y a une matérialité qu'il faut prendre en compte aussi dans l'analyse du service. Ça, on sait faire relativement bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il suffit de prendre comme c'est chacun des composants, que ce soit du réseau, des terminaux d'utilisateurs, des grosses baies de stockage ou des grosses machines cluster. Eh ben, il suffit de le faire pour chacun des composants. Alors, c'est long à faire, mais donc on a une possibilité d'estimer complètement à l'usage, en regardant ce que les utilisateurs utilisent comme énergie, le temps d'entraînement et toute la matérialité. Donc on pourrait avoir, pour un service donné, une idée relativement précise de son coût équivalent carbone. Plutôt une bonne nouvelle. Moi, je travaille un petit peu là-dessus avec mes étudiants. Mais ça, ce sont uniquement les effets directs du service. C'est-à-dire les effets directs, c'est-à-dire que j'ai mon optimisation du chauffage, je regarde ce que ça donne, point. Je ne regarde pas en dehors de ce périmètre. Et en fait, le problème, c'est qu'on doit avoir d'autres effets, et qui sont les effets systémiques. Je vous présentais tout à l'heure le numérique comme étant un système, pas uniquement les composants, mais aussi la numérisation. Et là, ici, c'est un peu le même cas. On doit essayer d'appréhender cette numérisation pour avoir une idée globale de comment ce service participe à un phénomène plus large. Vis-à-vis de l'environnement, par exemple, ce sont les questions qui m'intéressent. Alors là, il y a ce qu'on appelle les effets rebonds en particulier. Alors les effets indirects, c'est les effets qui ne sont pas complètement dans le service. Typiquement, vous avez dans mon exemple là, sur le chauffage dans un bâtiment intelligent, vous pourriez imaginer que les données servent à autre chose, typiquement à regarder la qualité de l'air dans les salles de réunion, etc. Donc tout ça, c'est pas exactement le service initial, mais c'est quelque chose qui va induire d'autres services. Je ne dis pas que ces services ne sont pas utiles, mais en tout cas, ça sort du périmètre initial. Donc ça sort de l'analyse qu'on en fait
initialement. Et ça, il faut le compter quelque part. Tout ce que l'IA va pouvoir réaliser en plus, en dehors du périmètre initial. Mais il y a aussi quelque chose de pire, c'est les rebonds. C'est-à-dire les rebonds, typiquement, c'est les différentes générations de smartphones. À chaque fois que vous avez une nouvelle génération, tous les ans, tous les 2 ans, il y a des gains d'efficacité énergétique qui sont très importants. En gros, un facteur 2 tous les 2 ans et quelques mois. Donc on gagne de l'efficacité. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup plus de choses pour le même énergie. Sauf que, on rajoute des apps, on rajoute des couches logicielles au système, on rajoute des obésiciels maintenant, on parle d'obésiciels, hein, le terme est quand même parle bien par lui-même. On a des systèmes d'exploitation qui sont de plus en plus lourds. Et du coup, par rapport à l'utilisateur, vous allez avoir à peu près le même service. Vous n'allez pas y gagner, vous allez avoir plus d'apps, etc. Mais ça veut dire que tout ce que vous avez gagné d'un côté, qui pourrait être réinvesti au service du climat ou autre, ou simplement de réduire la consommation, elle va être saturée et dépassée. Ce qu'on appelle, c'est un point de bascule. Il va y avoir de plus en plus de gens qui vont utiliser des machines comme ça parce qu'elles sont de plus en plus puissantes. Il va y avoir la 5G qui va arriver, qui va vous obliger à changer de manière prématurée votre smartphone, etc. Donc ça, c'est l'effet rebond direct, mais vous avez aussi un effet rebond indirect lorsque une amélioration technologique vous permet finalement d'avoir, par exemple, le pouvoir d'achat, de faire autre chose, d'acheter typiquement un grand écran de télé chez vous, ce qui est pas très bon pour la planète, on va dire, mais simplement, vous n'auriez pas pu le faire si vous n'aviez pas fait des gains correspondant en fait à ce que le service vous a permis d'avoir. Et ça, c'est très très dur à capturer, vous vous imaginez bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond et l'effet rebond indirect. Bon, là, de côté de la Big Tech, je vais juste dire un tout petit mot parce que le temps passe vite. En fait, ils ont des feuilles de route de décarbonation, en tout cas d'essayer d'avoir du verdissement de leurs activités. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire on est dans tous les cas en dehors des feuilles de route. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Alors maintenant, donc là, je terminerai là-dessus, un peu quelle est l'utilisation de ces IA génératives et qu'est-ce qu'on peut en attendre et quels sont les dangers potentiellement. Ça va être peut-être l'occasion de discuter et d'avoir des questions avec vous. Donc c'est vrai que les IA génératives peuvent remplacer beaucoup de nos tâches et sans doute des tâches pour lesquelles on ne s'éclate pas beaucoup, qui n'apportent pas grand-chose. Donc il y a du bon là-dedans, de manière tout à fait sûre. Pour les informaticiens, je ne sais pas si on a ici, donc si vous utilisez GitHub Copilot, là, initialement c'est OpenAI qui a fait ça, c'est-à-dire ça génère du code de manière incroyable, hein. C'est-à-dire, il faut un contrôle derrière parce que parfois ça fait des choses tout à fait farfelues, mais c'est quand même quelque chose qui est bien. Et vous avez des projets complètement de remplacer des labos, ce qu'on appelle Scientific Assistant, par exemple. Aux États-Unis, beaucoup. Vous avez des outils de génération scientifique, par exemple. Vous pouvez identifier de nouveaux problèmes scientifiques, mener des expériences, analyser les résultats, rédiger des rapports de partout. C'est-à-dire que toutes les tâches en fait d'un laboratoire ont été faites sous forme de Gen AI, d'IA générative, et remplace complètement plein de tâches, des tâches qui sont certes un peu ennuyeuses parfois ou systématiques, mais d'un autre côté, où rédiger le compte-rendu d'une réunion nous demande quand même de prendre du recul là-dessus. C'était plutôt que d'avoir quelque chose qui est fait complètement de manière automatique et puis donc ça permet quand même du recul, ça permet de réfléchir à la chose. Donc du coup tout ça participe, on rajoute une couche sur l'accélération. En particulier, c'est quand même incroyable, c'est que des chercheurs qui travaillent là-dedans ont un autre modèle de Gen AI pour voir ce que le premier fait. Enfin, on est sur des choses, des empilements complètement déments technologiques, potentiellement. Alors il y a des limites là-dedans, dans ce que les IA génératives peuvent faire, hein. D'abord, il y a les premières limites qui sont les limites naturelles. L'eau, on est dans stress hydrique dans beaucoup d'endroits. Par exemple, à Taïwan, il y a eu des sécheresses considérables qui ont limité la production des circuits intégrés à très très faible, à 3-4 nanos, je crois, enfin des trucs très 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 optimisés. Et puis pareil en métaux, hein, les métaux, on sait que le cuivre, il y en a plus très bientôt, etc. Donc tout ça, il va y avoir de toute façon des limites naturelles. Alors on peut imaginer qu'on trouve d'autres solutions. C'est ce qu'on fait pour les batteries. On voit bien que le lithium, il y a des problèmes. On se tourne vers une autre technologie ou vers du cobalt. Donc du coup, on continue à faire des progrès qui vont remplacer peut-être une technologie par une autre.
Mais alors, malgré tout, peut-être que bon, ça c'est systémique, c'est peut-être la planète qui va nous dire stop. Finalement, ce serait une bonne chose qu'on en tienne compte. Mais il y a des choses qui sont peut-être des signes un peu plus fins que je voudrais discuter avec vous. Ces gros modèles-là, en fait, pour avoir des choses de plus en plus précises, de plus en plus fortes, il faut investir de plus en plus de temps, de plus en plus de matériel pour avoir quelque chose qui ait un faible gain. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller parce que, quelque part, pour avoir un gain de epsilon, si jamais on multiplie par 10 le modèle et le coût, peut-être qu'à un moment donné, on va se dire stop, ne serait-ce que d'un point de vue économique. Toutes les boîtes ne vont pas pouvoir suivre quelque part parce qu'il faut investir sur ça. Donc ça va limiter la performance. En particulier, là, je finissais. Est-ce que certains y voient une inflexion de la bulle IA? Je ne sais pas, en fait. Alors, la place pour l'humain, c'est là-dessus que je vais essentiellement terminer. J'ai juste 2 slides. C'est vrai qu'on a quand même des risques là-dessus d'appauvrissement, de s'éloigner des racines humaines, on va dire, et de la réflexion, du temps de la réflexion. Donc, en particulier, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est l'appauvrissement des données d'entraînement. Vous avez vu que ça augmentait, mais là, on va bientôt absorber, c'est dans 2-3 ans maximum, toutes les connaissances qui vont pouvoir être produites par les humains. Ça veut dire que les IA vont en fait apprendre sur des données générées par les IA, qui sont générées par les IA, qui sont générées par etc. Et du coup, ça veut dire que vous allez avoir un appauvrissement fort des datasets en tant que tel. Donc ça, c'est un risque fort. Et pour en rajouter une couche, depuis 2023, on a une baisse de significative. J'ai lu dans les 13%, je ne sais pas quel est exactement ce chiffre-là, je vous le mets sur la table, je l'ai vu dans un webinaire, du trafic Internet depuis l'apparition de ChatGPT. Ça veut dire aussi que les gens ont peut-être remplacé une recherche qui était une recherche sur Internet un peu personnelle, avec des mots-clés, par quelque chose clé en main, qui était juste, on demande à une IA boîte noire de nous donner une réponse. Ensuite, alors ça c'est autre chose aussi, j'ai animé un atelier sur la fête de la science sur quel était le type de connaissances produites par une IA. Alors je ne vais pas développer ici, c'est vraiment compliqué, mais c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même nature que les connaissances scientifiques telles que l'épistémologie nous le donne, c'est-à-dire la construction de la science à partir des essais-erreurs, du fait d'un moment donné remettre en cause un modèle parce que les outils d'observation sont plus sophistiqués, etc. Et puis avoir une évaluation par les pairs. Etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qui... faut savoir qu'une IA, c'est un modèle probabiliste, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une réponse, vous n'êtes pas sûr à 100% de cette réponse. Le principe du tiers exclu, c'est vrai, c'est pas vrai. Il n'y a rien d'autre, d'Auguste Comte, il est plus vrai là. Il y a quelque chose qui est produit, qui est vrai, à 95% de probabilité. Donc ça change quand même les choses. Donc ça veut dire qu'il faut de la vérification si vous voulez vous servir de ces résultats et construire un édifice scientifique à partir de ces connaissances qui ne sont pas sûres en fait. Donc, alors évidemment, il y a toutes les histoires de transparence, c'est-à-dire qu'il faut savoir aussi comment l'IA est générée. Parce que si le dataset il est biaisé, dans un certain sens, on sait qu'ils sont tous biaisés. Mais et du coup, il faut au moins avoir la transparence du dataset qu'on a utilisé pour générer quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très important. Voilà, donc du coup, voilà, ça c'est mon dernier slide. C'est-à-dire qu'il y a 2 attitudes, en fait, pour les gens de la communauté. Soit, en fait, l'essentiel des gens, quand même, ont pris conscience du phénomène qu'il faut faire quelque chose quelque part. Qu'on ne peut pas aller, vous avez vu là, je vous ai montré quand même des dynamiques qui sont quand même très préoccupantes. Donc l'essentiel de la communauté réagit par ce qu'on appelle l'éco-efficacité, l'efficiency dans le monde anglo-saxon. En gros, c'est réduire l'intensité des impacts environnementaux. Donc typiquement, vous faites tourner sur un data center, mais qui est alimenté par du renouvelable. Donc, il n'y a pas trop de CO2 émis parce que c'est du renouvelable. Donc, voilà, on peut continuer un peu comme avant. Vous avez aussi possibilité de faire des progrès matériels. C'est incroyable. Le hard fait des progrès incroyables. On arrive maintenant à faire des composants qui sortent, qui ont quelques watts. Et en quelques watts, vous pouvez faire même de l'entraînement avec un petit peu de mémoire. Donc, c'est quelque chose qui est très bien. Pour l'instant, les grosses machines de GPU et les accélérateurs, c'est 1000 watts. Donc on peut faire beaucoup de progrès qui sont très significatifs. Mais ce n'est pas sûr que ça soit
une bonne idée à terme à cause de l'effet rebond. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a fait des progrès technologiques, à chaque fois, il y a eu plus d'usages qui sont derrière. Donc le fait d'avoir des choses beaucoup plus frugales, enfin beaucoup plus énergétiquement efficaces, pardon, ça veut dire que peut-être va y avoir beaucoup plus d'utilisateurs potentiellement, d'entreprises, de startups qui vont utiliser ces IA. Et à minima, utiliser tout ce qu'on peut faire dans les laboratoires pour pouvoir estimer au moins l'impact et l'usage de vos IA, au moins dans une perspective d'effets directs et d'effets d'ordre supérieur, d'effets indirects. Mais surtout, la frugalité, en fait, c'est de mettre à l'intérieur de tout ce qu'on fait comme nouveaux usages, de mettre la notion de besoin, la notion globalement de questionner en fait. Alors là, ça fait appel donc à la sociologie, à d'autres choses, peut-être même à de l'économie expérimentale potentiellement, à de la philosophie. Donc c'est essayer de questionner les besoins. Alors c'est quelque chose qui est compliqué, qu'on ne sait pas faire du tout dans nos silos de sciences dures, ça c'est clair. Il faut qu'on sorte de là, absolument, on n'en a pas d'autre choix. Et l'analyse critique nous impose d'imaginer une nouvelle manière de voir un service, une nouvelle manière d'appréhender ces outils. C'est là-dessus que je terminerai, avec juste une image que j'ai prise d'un philosophe qui s'appelle Arnold Rosa, qui considère un peu l'accélération comme étant les humains sont dans une sorte, un peu comme le hamster dans une roue. J'ai pris ça c'est l'image dans un de ses bouquins. Donc du coup, on est comme ça, et puis on est, qu'on le veuille ou non, condamné à continuer à rouler, ou alors on est exclu de tout progrès. Donc voilà, donc là maintenant je vous laisse ça avant la discussion. Alors c'est efficiency ou sufficiency du coup, votre avis. La sufficiency c'est la notion de frugalité, c'est-à-dire prendre en compte le besoin. On va dire aller plus loin que l'efficacité, c'est-à-dire faire la même chose mais en mieux d'un point de vue énergétique. Non, savoir s'il y a une voie du milieu qui est possible entre les deux. Alors, je réponds à quel titre là, parce que à titre personnel, je pense qu'on n'a pas le choix je pense pas qu'il existe de voie de milieu, mais à titre transitoire, il y a des gens qui parlent de transition écologique. Donc, il y a Cédric Villani qui a fait une présentation à Sciences Po, le keynote de rentrée de Sciences Po, et c'était sur la transition écologique, et il a dit, je vais vous dire tout de suite, là, il n'y a pas de transition possible. C'était un peu provocateur, mais je suis assez d'accord avec cette position-là, c'est-à-dire que quelque part, toute transition, c'est essayer de rejouer le monde d'avant, en essayant, en serrant les fesses, en se disant ça va passer, mais en fait, je pense qu'on va être vite rattrapé. Donc, à mon avis, je pense qu'il faut s'interroger dès maintenant avec un autre mode de pensée que ce qui existe maintenant. Voilà, c'est mon avis personnel. Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour la présentation. Je trouve que c'était très bien fait, super bien informé. Pour moi, opinion personnelle, tout ce qui est IA génératif, faut plus y toucher, quoi. C'est juste, je trouve, de ce que j'ai vu, que l'utilité qu'on lui donne est grossièrement surévaluée. Et du coup, ma question, c'était plutôt en général pour l'IA, mais pour les technologies en général. Comment est-ce qu'on ferait pour implémenter cette frugalité technologique ? Merci. En fait, je ne suis pas sûr que la solution soit technologique, en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment convoquer d'autres choses, d'autres manières de penser, et d'autres. Faut ralentir. Hein. Il y a aussi le bouquin de Timothée Parric là-dessus, Ralentir ou périr, et c'est très bien informé. Je vous invite. C'est un économiste de Bordeaux, qu'il est maintenant, je crois, en Suisse. Et il faut ralentir, il faut trouver. Donc moi, je suis pas sûr du tout qu'il y ait une solution vraiment technologique. Alors c'est vrai que dans mon programme de recherche avec mes étudiants, on continue à faire un peu des mathématiques. On essaye, par exemple, de faire la modélisation de l'effet rebond, typiquement en utilisant des outils mathématiques de la théorie des jeux. Donc c'est une sorte de réponse un peu technologique pour essayer de comprendre les dynamiques. Mais et alors on essaie aussi de faire, disons, de l'IA à très bas coût avec du vieux matériel. Donc ça, c'est une manière de parler c'est une autre notion que j'ai pas développée ici, c'est la résilience. C'est-à-dire qu'on va sûrement avoir des problèmes d'alimentation, que ça soit parce qu'il n'y a plus de métaux qui nous permettent de construire du matériel nouveau ou autre. Savoir comment rebondir avec ce qu'on a déjà, qui est déjà extrêmement puissant, sans en rajouter une couche
Parce que dès qu'on va aller vers un progrès technologique, je pense que c'est mort. Mais bon, ça c'est pas très optimiste. Moi, je pense pas qu'une solution vraiment technologique soit à la hauteur des enjeux. Est-ce que vous pensez que c'est envisageable de faire à l'échelle européenne, par exemple, des formulaires comme il y a des dossiers de bioéthique, des dossiers d'écologie informatique? Parce que si on ne l'impose pas, il va y avoir de la concurrence déloyale entre les universités, mais si on l'impose, on pourrait, par exemple, valider ou non un projet de recherche pour qu'il soit publié en fonction de s'il est écologique ou pas. Alors, il y a plusieurs volets dans cette question. Donc, dans les publications de l'IA et dans les grandes confs d'IA, par exemple, il est de bon ton de donner le coût d'entraînement de ces modèles. Donc, la considération écologique est une considération qui ne plombe pas, je pense, des résultats en tant que tel. C'est-à-dire que ce n'est pas le dernier modèle le plus gros qui va être le plus important. Je pense qu'on peut faire des carrières avec des questions scientifiques fortes. Et d'ailleurs, souvent, les questions sont beaucoup plus dures de travailler sous contraintes fortes que... Donc on peut quand même continuer à publier. On publie dans mon groupe sans problème sur des on essaie de ne pas participer non plus à une inflation sur ce monde d'évaluation qui est un peu fou, mais ça c'est d'autres questions. Donc ça c'est le premier volet. Je ne pense pas que travailler justement sur ces questions écologiques soit plomber vraiment une future carrière. Au contraire, c'est assez bien vu. Le CNRS a émis des recommandations, la COMET du CNRS comme ça au niveau de l'évaluation des chercheurs et au niveau même du recrutement. Ça peut être bien vu. Bon, ça donc au niveau de la concurrence. Alors par contre, donc pour l'aspect régulation, il existe. Alors vous avez entendu parler de l'AI Act. Donc l'AI Act fait complètement abstraction en fait de tout aspect écologique. En fait, on va dire, c'est-à-dire il n'y a pas cette notion-là dans l'AI Act, un tout petit peu dans un article, je crois, de mémoire, mais qui n'est pas du tout, prescriptif. C'est-à-dire, si on peut, alors on ferait, enfin quelque chose comme ça. On encourage. Mais par contre, là, il y a tout un travail. Justement, la spec AFNOR à laquelle j'ai participé a été traduite très rapidement en anglais et sert de base à des discussions d'introduire un nouvel acte avec une dimension écologique. Donc du coup, l'Europe est relativement en avance là-dessus et moi je salue. Alors j'ai pas voulu y aller parce que je suis pas compétent du tout dans tous ces aspects juridiques, parce que moi j'ai été copilote d'un des 3 groupes de travail de l'AFNOR, mais je sais que le travail est assez sérieux. J'admire beaucoup mes jeunes collègues qui ont pris cette tâche en main, mais donc en fait je pense que l'Europe est assez bien placée là-dessus, c'est un bon parapluie et la France est dans l'Europe moteur sur ces questions. Donc, alors bon, maintenant est-ce que ça suffira ou pas, ou est-ce que c'est à l'auteur des enjeux, ça je suis plus mitigé, mais bon. Bonjour, donc moi je suis ingénieur en électronique en fait, et j'essaye de faire du développement low-tech, et je fais partie aussi de certaines commissions instrumentales, et on est vraiment poussé pour rajouter de l'IA dans tous nos développements. Et donc, je ne vois pas d'issue, en fait. Donc, quand on fait du low-tech, on se pose la question du besoin. Donc, effectivement, dans mes développements, je me la pose. J'ai eu qu'une seule application où je vois l'intérêt de l'IA, entre guillemets. Ils prennent en photo les animaux qui passent, ils arrivent à les reconnaître et du coup ils envoient juste la donnée de quel animal que c'est. Mais à part ça, voilà. Alors merci beaucoup pour ce témoignage qui est bravo en tout cas, et je vous encourage vraiment à continuer à faire de la low-tech ou la lower-tech, on va dire, c'est-à-dire ne pas mettre de la tech partout, et moi je suis grand fan de ça et je pense qu'on peut très bien faire tellement de choses. Donc, mais par contre, effectivement, on a des injonctions à pas faire ça, à utiliser de plus en plus d'IA, et on voit bien même au niveau en dehors de la sphère professionnelle, on voit bien qu'on n'a pas besoin d'une recherche systématiquement en rajoutant un agent intelligent là-dedans, une IA, on n'a pas besoin de ça, et ça nous fait perdre des compétences aussi. On n'a pas parlé de ça, mais alors si c'est remplacé par d'autres types de compétences, pourquoi pas, mais donc on a vraiment des injonctions on est dans un monde où la tech est sublimée, et du coup on a l'impression qu'aller faire plus de tech, c'est produire quelque chose, mais on peut très bien produire, c'est sans doute plus dur, mais accrochez-vous.
continuer. Mais je pense que c'est pas facile. Non, je suis pas beaucoup plus optimiste. Merci beaucoup pour vos participations.